200 km/h. Sur une route de campagne alsacienne, dans la nuit du 11 août 1939. Dans quelques secondes, le destin d'une légende absolue de l'automobile va basculer. Cette nuit-là, un homme de 30 ans s'éteint au volant de sa propre création. Il s'appelle Jean Bugatti. Son père ne s'en remettra jamais, la marque non plus. Mais pour comprendre cette tragédie, il faut remonter le temps, revenir aux origines d'une obsession, celle d'un Italien qui voulait sculpter des moteurs comme d'autres sculptent le marbre. 2500 victoires en course, des voitures vendues au roi, des records pulvérisés. Et puis, la chute, la guerre, l'oubli. Voici l'histoire de Bugatti. Milan, 15 septembre 1881. Au Castello Sforzo, dans une famille d'artistes italiens de renom, naît Ettore Arco Isidoro Bugatti. Son grand-père, Giovanni Luigi Bugatti, est un sculpteur et architecte célèbre dans toute l'Europe. Son père, Carlo, est un ébéniste d'art visionnaire, dont les meubles extraordinaires mêlent influences orientales et art nouveau, et son frère cadet Rembrandt, né 3 ans plus tard, deviendra l'un des plus grands sculpteurs animaliers de son temps. Mais le jeune Ettore ne rêve ni de bois ni de bronze. À 14 ans, on lui offre un tricycle motorisé. Il le démonte, le modifie, le perfectionne. La mécanique sera son art. En 1898, à 17 ans, contre l'avis paternel, il entre en apprentissage chez Prinetti et Stucchi, fabricants de cycles motorisés à Milan. Il y conçoit ses premiers véhicules, des tricycles et quadricycles motorisés par des moteurs 2 Dion-Bouton, ce qu'on appellera plus tard les types 1. En 1900, à 19 ans, avec le soutien financier du comte Gulinelli, ami de son père, Ettore conçoit la Type 2, sa première véritable automobile. Un moteur 4 cylindres en ligne révolutionnaire avec soupape en tête, 3 litres, 12 chevaux, 65 km/h. La voiture remporte un prix au Salon de Milan en 1901 et attire l'attention d'un richissime industriel alsacien, le baron de Dietrich. Ettore n'a que 20 ans, mais son père doit co-signer le contrat de juillet 1902, car le génie est encore mineur. Nous sommes en juillet 1902. À Niederbronn, en Alsace, un jeune Italien de 21 ans débarque pour concevoir les automobiles de Dietrich. Les modèles s'enchaînent, type 3, type 4, type 5, type 6, type 7, une centaine de voitures en quelques années. Mais Ettore a du caractère. Quand de Dietrich lui reproche ses freins défaillants, il réplique « Mes voitures sont faites pour avancer, pas pour s'arrêter ». 2 ans plus tard, de Dietrich abandonne l'automobile. Ettore s'associe avec Émile Matisse. 2 coqs, un poulailler. L'un veut faire de l'art, l'autre veut faire du volume. Leur rupture sera sanglante. Mais la suite, c'est une autre histoire. Leur séparation pousse Ettore vers Cologne, où il rejoint Deutz AG comme chef de production. Officiellement, il conçoit de grosses automobiles pour son employeur. Mais dans le sous-sol de sa maison, il travaille sur un projet secret. 2 ans de labeur clandestin et la Type 10 prend forme. 365 kg, moteur 1,2 litres, 10 chevaux, 80 à l'heure. À une époque où les voitures pèsent des tonnes avec des moteurs de 12 litres, Ettore la surnomme le pur sang. Il rêve de chevaux de course, mais en acier. Le destin frappe à sa porte lors d'un meeting aérien à Cologne. Louis Blériot, le héros de la Manche, essaie la Type 10. Conquis, il supplie Ettore de la produire en série.
C'est le déclic. Ettore quitte Deutz. Un collaborateur conduit la Type 10 pendant 8 heures à travers la nuit jusqu'à Strasbourg. Sa destination, Molsheim, un paisible village alsacien, une ancienne teinturerie désaffectée. Le premier jour de l'année 1910, Ettore signe le contrat. La marque Bugatti est née. La Type 10 évolue et devient la Type 13. 1,4 litres, 15 chevaux, plus de 90 à l'heure. Sa devise ? Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. L'année suivante, au Grand Prix de France, Ernest Friedrich prend le volant. La Type 13 termine deuxième, face à des voitures 2 fois plus lourdes, 3 fois plus puissantes. Et déjà apparaît la signature, la calandre en fer à cheval. Un hommage au pur sang qu'Ettore adorait. Puis, la guerre. L'usine est réquisitionnée. Ettore s'exile à Milan, puis Paris. Il conçoit des moteurs d'avion pour les Alliés. Mais dans son esprit, il rêve déjà au retour de la paix. L'armistice signé, Ettore retrouve Molsheim. Et il a une idée folle en tête. Depuis des années, il observe les avions, leurs ailes, leurs formes profilées. Il est convaincu que l'aérodynamique sera la clé des victoires futures. En 1923, il dévoile sa création, la Type 32. Les spectateurs la surnomment aussitôt le tank. Une carrosserie en forme d'aile d'avion, des rivets apparents, une silhouette ramassée comme aucune autre. 2 juillet 1923, Grand Prix de France à Tours. 300 000 spectateurs se pressent le long du circuit. Parmi les bolides alignés au départ, 4 étranges machines bleues attirent tous les regards. Sous leur capot, un moteur 8 cylindres de 2 litres, 90 chevaux. Mais c'est leur forme qui stupéfie. Jamais on n'a vu voiture de course aussi audacieuse. 35 tours. 800 km sur route publique. Ernest Friedrich, le fidèle pilote d'Ettore, pousse sa machine à plus de 112 km/h de moyenne. Résultat, 3e place. Un podium pour cette voiture venue d'un autre monde. Ce sera la seule course de la Type 32. Mais Ettore a compris quelque chose d'essentiel. Les leçons tirées de ce tank vont nourrir son prochain projet. Une voiture qui va tout révolutionner. 3 août 1924. Le Grand Prix de Lyon. 100 000 spectateurs retiennent leur souffle quand 5 bolides bleus s'alignent sur la grille de départ. Ce sont les nouvelles Bugatti Type 35. Personne ne le sait encore. Mais ils assistent à la naissance de la voiture de course la plus victorieuse de l'histoire. La première course est un désastre. Les pneus, mal vulcanisés par le fournisseur, éclatent les uns après les autres. Les Type 35 abandonnent. Mais les observateurs ont remarqué quelque chose. Quand elles roulaient, ces voitures étaient les plus rapides. Ettore ne baisse pas les bras. Dès la course suivante, à Saint-Sébastien, la Type 35 termine 2e. C'est le début d'une série de victoires sans précédent. Plus de 2500 victoires en 10 ans. À son apogée, la Type 35 remporte en moyenne 12 victoires par mois. La Targa Florio, épreuve sicilienne légendaire de plus de 800 km sur route de montagne, tombe 5 fois consécutives dans son escarcelle, de 1925 à 1929. Record jamais égalé. Championne du monde en 1926. Première au Grand Prix de Monaco inaugural en 1929, avec Williams au volant. Au Nürburgring la même année, Louis Chiron s'impose avec 12 minutes d'avance après près de 5 heures de course sur l'enfer vert. La Type 35, avec son moteur 8 cylindres pouvant monter à 6000 tours par minute et ses 90 chevaux dans seulement 750 kg, écrase tout sur son passage.
Ces roues en aluminium coulé, une invention brevetée par Ettore, sont une révolution. Et parmi ces pilotes, des légendes. Louis Chiron, le monégasque, Tazio Nuvolari, le Mantovano Volante, Achille Varzi. Mais aussi des femmes courageuses, comme Elisabeth Junek, qui mena la Targa Florio 1928 avant d'être trahie par la mécanique, et Elle Nice. Le talent n'a pas de genre. 1926. Ettore Bugatti a une idée folle. Créer la voiture la plus extraordinaire jamais construite. Pas pour le commun des mortels, non, pour les rois, les empereurs, les chefs d'État du monde entier. La Type 41, qu'il baptise Royal, défie l'imagination. 6 mètres de long, plus de 3 tonnes, un moteur 8 cylindres en ligne de 12,7 litres développant 300 chevaux, à une époque où la plupart des voitures peinent à dépasser 80 km/h. Le prix, 500 000 francs. 5 fois plus cher qu'une Rolls-Royce. Sur le capot, un éléphant dansant. Une sculpture de Rembrandt, son frère, qui s'est tragiquement suicidé en 1916 à Paris, rongé par la dépression. Un hommage poignant. Ettore prévoit d'en construire 25. Mais en 1929, le krach boursier frappe le monde. La Grande Dépression ébranle les fortunes. Même les rois serrent les cordons de leur bourse. Le roi d'Espagne avait commandé une Royale, mais il est renversé avant la livraison. Au final, seules 6 Royales seront construites. Seulement 3 vendues. Aucune à un monarque. Le rêve royal d'Ettore s'est brisé sur les récifs de l'histoire. Mais les moteurs Royal trouveront une seconde vie inattendue. Ils propulseront 79 autorails pour les chemins de fer français, battant des records de vitesse sur rail, 192 km/h en 1934. Le génie trouve toujours son chemin. Pendant qu'Ettore bâtit son empire, un nouveau génie émerge de l'ombre. Jean Bugatti, son fils aîné, né le 15 janvier 1909 à Cologne, l'année même où la marque sera fondée. Héritier d'une lignée d'artistes, Jean dessine les carrosseries les plus élégantes qui aient jamais habillé un châssis Bugatti. À 21 ans, il signe ses premières esquisses. À 27 ans, son père lui confie les rênes de l'entreprise. Mais son chef-d'œuvre absolu, c'est la Type 57 SC Atlantique. 4 exemplaires seulement. Une silhouette en goutte d'eau, des ailes galbées et cette arête dorsale rivetée qui court de l'avant à l'arrière, née d'une contrainte technique transformée en signature esthétique. L'électron, l'alliage de magnésium utilisé pour le prototype, ne peut pas être soudé. Alors Jean décide de rifter les panneaux. Ce qui aurait pu être une faiblesse devient une œuvre d'art. Baptisé en hommage à son ami aviateur Jean Mermoz, disparu au-dessus de l'Atlantique, l'Atlantique peut atteindre 200 km/h en 1936. Une voiture venue du futur. 11 août 1939. Jean Bugatti a 30 ans. Il teste la Type 57 Tank, celle qui vient de remporter les 24 heures du Mans. Sur la route, entre Dupigheim et Ensheim, à quelques kilomètres de l'usine, il roule à plus de 200 km/h. Un cycliste surgit d'un chemin latéral. Jean fait une embardée pour l'éviter. La voiture heurte un arbre. Le prodige est mort. Ettore perd plus qu'un fils ce jour-là. Il perd son successeur, son alter ego créatif, l'avenir même de Bugatti. Le patron, comme tout le monde l'appelle, ne s'en remettra jamais. Quelques semaines plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. L'Alsace est annexée par le Reich. L'usine de Molsheim est confisquée, transformée en atelier militaire. Ettore doit fuir. Avant de partir, il charge un train avec ses voitures les plus précieuses.
direction Bordeaux. Parmi elles, l'Atlantique personnel de Jean, surnommée la voiture noire. Cette voiture n'arrivera jamais. Elle disparaît mystérieusement, emportant avec elle l'un des plus grands mystères de l'histoire automobile. Aujourd'hui encore, certains la cherchent. Si elle était retrouvée, elle vaudrait plus de 100 millions d'euros. Après la guerre, Ettore se bat pour récupérer son usine. Le tribunal de Colmar lui donne raison le 11 juin 1947. Mais c'est trop tard. Le 21 août 1947, Ettore Bugatti s'éteint à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Il avait 65 ans. Plus de 1000 brevets à son nom, plus de 7500 voitures produites, plus de 10 000 victoires en compétition. La légende Bugatti semble s'achever dans les ruines de l'après-guerre. Pendant des décennies, Bugatti n'est plus qu'un souvenir glorieux, un nom murmuré avec nostalgie par les collectionneurs. Mais dans l'ombre, deux frères tissent leur toile. Fritz et Hans Schlumpf, industriels du textile à Mulhouse, collectionnent obsessionnellement les Bugatti. Entre 1961 et 1963, ils acquièrent près d'une centaine de Bugatti, dont 2 royales rachetées directement à l'usine de Molsheim. Leur collection secrète, financée par l'argent de leur filature, s'entasse dans d'immenses entrepôts. En 1976, la crise du textile frappe. Leurs entreprises font faillite. Les ouvriers licenciés découvrent alors la vérité. Leurs patrons avaient dépensé une fortune en voitures anciennes pendant qu'eux perdaient leur emploi. Le scandale éclate. Les frères Schlumpf fuient en Suisse. Mais la collection, classée monument historique, devient le cœur du Musée national de l'automobile de Mulhouse, où 150 Bugatti sont encore exposés aujourd'hui, la plus grande collection au monde. 1987. Un entrepreneur italien, Romano Artioli, acquiert les droits de la marque Bugatti. Son rêve, ressusciter la légende. Il construit une usine ultra-moderne à Campo Galliano, près de Modène, au cœur de l'industrie automobile italienne. Le 15 septembre 1991, jour du 110e anniversaire d'Ettore, il dévoile l'IB110 sur les Champs-Élysées, à Paris. V12 quadriturbo, transmission intégrale, carrosserie en fibre de carbone. La voiture bat des records de vitesse, 351 km/h. Mais le timing est désastreux. Le marché des supercars s'effondre. En 4 ans, seuls 139 EB110 trouvent preneur. En 1995, l'usine ferme ses portes. La malédiction Bugatti semble poursuivre quiconque tente de la ramener à la vie. 1998. Le groupe Volkswagen, dirigé par Ferdinand Piëch, lui-même petit-fils de Ferdinand Porsche, acquiert la marque Bugatti. Piëch n'est pas un dirigeant ordinaire. C'est un ingénieur passionné, un perfectionniste, un visionnaire. Son objectif ? Créer la voiture de série la plus rapide, la plus puissante, la plus luxueuse jamais construite. La légende raconte qu'il esquissa le concept du moteur dans un train à grande vitesse japonais. 18 cylindres en configuration W. Un projet fou qui deviendra le W16, 8 litres, 4 turbocompresseurs, plus de 1000 chevaux. 5 ans de développement, 1,6 milliard d'euros investis. Et en 2005, la Bugatti Veyron 16,4 naît. 1001 chevaux, 407 km/h en vitesse de pointe, 0 à 100 en 2,5 secondes. Des chiffres qui semblaient impossibles. Et surtout, l'usine revient à Molsheim. Dans un atelier immaculé, simplement baptisé l'atelier, des artisans assemblent chaque Veyron à la main, perpétuant la tradition d'Ettore. La voiture porte le nom de Pierre Veyron, vainqueur des 24 heures du Mans 1939 au volant d'une Bugatti Type 57.
la boucle est bouclée. 2016. La Chiron succède à l'Aveyron. 1500 chevaux, 420 km/h. Nommé en hommage à Louis Chiron, le pilote monégasque qui fit la gloire de la Type 35. En 2019, une Chiron Supersport 300+, franchit la barre mythique des 490 km/h. Plus vite qu'un TGV. La même année, Bugatti dévoile la voiture noire, un hommage à l'Atlantique disparu de Jean Bugatti. Exemplaire unique, prix 13,2 millions d'euros. La voiture neuve la plus chère jamais vendue. En 2021, Bugatti s'associe à Rimac, spécialiste croate de l'électrique. L'avenir sera hybride. En 2024, la tourbillon est dévoilée. Un nouveau moteur V16 atmosphérique conçu par Cosworth, couplé à 3 moteurs électriques. 1800 chevaux. L'ère du W16 s'achève, mais l'esprit demeure. De la Type 10 à la tourbillon, plus d'un siècle s'est écoulé. Les guerres ont passé, les empires sont tombés, les technologies ont tout révolutionné. Mais une chose n'a pas changé. Cette quête de perfection absolue, cette fusion de l'art et de la mécanique, cette conviction qu'une automobile peut être bien plus qu'un moyen de transport. Ettore Bugatti aimait dire « Je construis mes voitures pour qu'elles roulent, pas pour qu'elles s'arrêtent. » Plus d'un siècle plus tard, Bugatti n'a toujours pas freiné.